sur les visages. Je dirais que c'est à la fois une vraie fiction parce qu'il se passe des histoires et en même temps, c'est un film scientifique. Moi, j'avais une grand-mère qui me disait « Si toi, tu descends du singe, moi, sûrement pas ». Donc ce sont un petit peu ces gens-là aussi que l'on prend par la main en leur disant la science est unanime sur le fait que nous descendons des animaux. 10 millions d'années, raconter 10 millions d'années en 1h30, c'est un vrai enjeu. En même temps, ça répondait à une envie. J'avais toujours dit, en tant que réalisateur de fiction, faire un film d'époque, c'est mon rêve. Quand je pensais époque, je pensais costume. Je savais pas qu'ils allaient être tous nus. Ouais, t'as une partie sombre qui te rehausse le clair. Et... D'ailleurs, elle m'avait dit qu'il faut vraiment se baser dessus. L'idée, c'était que le premier ait les bras hyper longs et des pieds assez courts. Qu'ensuite, les jambes grandissent et les bras soient quasiment aussi longs, tout petit peu moins. Et qu'ensuite, les jambes ont encore grandi et les bras ont raccourci. En 2 secondes. Après de nombreuses discussions avec Yves Coppens, il a pu amener ce que pouvait être la vie à cette époque-là. Mais il y a un moment donné où, en tant que scientifique, il s'arrête et comme un passeur, il donne le flambeau au créateur pour que lui, de ces données-là, il interprète et il essaye de passer l'émotion ou l'humanité à travers ces données scientifiques très précises. En ce qui concerne Lucie, le squelette révèle incontestablement que Lucie est debout. Et au-delà de cela, on a imaginé des expériences pour voir un petit peu comment marchaient aujourd'hui des gens vivants, donc des enfants, des adultes, des grands singes. Et on a extrapolé sur la manière dont marchait Lucie. Et c'est ce qui a été utilisé dans le film. Il y a un choix qui a été fait au début de la production de traiter les personnages du début de l'histoire, c'est-à-dire les aurorines et les australopithèques en 3D, pour 2 raisons principales qui sont une, la morphologie et la taille. Ces personnages-là mesuraient 1m30, donc c'était difficile d'imaginer de mettre un comédien de notre taille actuelle dans la peau de ces personnages-là. Et la deuxième qui était la gestuelle. C'est-à-dire que les scientifiques nous ont prouvé par leur découverte qu'ils avaient forcément des façons de se mouvoir et de bouger qui étaient différentes des nôtres. Donc la 3D permettait à ce titre-là d'avoir une plus grande liberté, de ne pas être complètement lié à ce que sont nos mouvements actuels. Jamais, dans aucun film, à travers le monde, on est allé aussi loin dans la rigueur de la reconstitution de la démarche de ces ancêtres quand même étranges qui grimpent encore comme ceux d'avant et qui marchent déjà un petit peu comme ceux d'après, mais un petit peu seulement, parce que Lucie se déhanche beaucoup pour arriver à tenir debout et pas fatiguer de trop dans cette locomotion bipède. Alors, le principe qui a été mis en place, c'est qu'on a, dans un premier temps, fait fabriquer des sculptures qui n'avaient pas les poils, mais qui respectaient les volumes des muscles, des os, de la tête, et qui ont été validées par les scientifiques et aussi par la production. Et à partir de ce moment-là, on a modélisé, c'est-à-dire qu'on a transformé ces sculptures en terre, en objets virtuels, modélisés par l'ordinateur. Ça a été la première phase. Une fois cette étape faite, on va faire ce qu'on appelle un movie, c'est-à-dire qu'on va filmer des acteurs, juste pour que tout le monde visualise dans le décor qu'est-ce que je vois comme mise en scène avec des acteurs qui vont jouer les personnages 3D.
En fait, pour capter ce mouvement, on avait besoin d'utiliser des techniques de captation de mouvement assistées par ordinateur. C'est-à-dire qu'on a un système de captation avec une dizaine de caméras tout autour qui sont capables de restituer les informations de mouvement générées par le comédien, sur lequel on a mis des points identifiés facilement par la caméra, qui sont ensuite analysés par l'ordinateur et retranscrits sur le modèle virtuel, c'est-à-dire sur le modèle en image de synthèse. L'intérêt de ça, c'est de garder la crédibilité, le côté naturel du vrai mouvement. Action! J'avais dans ma tête réfléchi à Lucie depuis longtemps. Enfin, je l'avais habillée, si j'ose dire. Et quand je l'ai vue, moi, reconstituée en 3D dans ce film, j'ai été touché, bien sûr. Enfin, vous ne pouvez pas vivre tant de temps avec une petite squelette, même si c'est une petite squelette, sans vous y attacher et sans avoir certaines images de ce qu'elle avait pu être. C'est quand même un être vivant. Philippe Sonrier, c'est lui qui a encadré une équipe qui oscillait entre 15 et 20 personnes selon les évolutions de la production. Et le temps global de calcul est autour de 50 000 heures. Jacques, j'ai la main, Ouais, la tête, ouais. l'herbe. Très bien. J'ai une question à la 3D. Si j'ai un petit coin d'ombre droite, ça pourra s'arranger chez vous? Jack, use the head. Ah oui, d'accord. Ready? Action! Dès qu'on touche au gros plan de la main qui touche l'eau, comme dans la scène avec Toumaï où il touche son reflet, là on va utiliser un prosthétique, c'est-à-dire une fausse main de Toumaï reconstituée mise sur la main d'un homme, tout simplement pour gagner du temps à la 3D, gagner de la définition, c'est-à-dire qu'on a déjà la base de la main pour la 3D, parce que ça veut dire qu'il y a interaction avec des gouttes d'eau, donc tout ça est des choses très difficiles en gérant 3D. Donc il vaut mieux remplacer une fausse main de Toumaï par une fausse main, mais encore plus vraie, de Toumaï en 3D. Aurorine et Toumaï vivaient en paix avec beaucoup d'espèces, comme le calicotère, ni proie ni prédateur, juste un voisin agréable. Le calicotère, ben, il est impressionnant parce qu'il est gros. Et en fait, il est de la famille des rhinocéros. C'est une grosse bête qui était essentiellement herbivore, hein, comme l'est le rhinocéros aujourd'hui. Alors le calicotère, c'est une créature que personne n'a vue, donc on s'est inspiré de représentations, d'illustrations qui avaient été faites d'après ce que les paléontologues retrouvaient. On a effectivement mis un cheval dans l'eau, on a récupéré les incidences du contact entre la tête de cheval et l'eau, qu'on a ensuite réintégré, réincrusté au moment où le calicotère pose la tête dans l'eau. C'est pareil pour le tigre aux dents de sabre qu'on voit à un moment donné dans le film. On s'est basé sur un léopard où petit à petit on l'a remplacé. Pour le lion, on a trouvé une réserve en Afrique du Sud où il y a des lions apprivoisés, mais quand je dis apprivoisés, c'est pas de cirque, hein, c'est des lions qui vivent dans des réserves. Donc on a maquillé le bras d'un dresseur, on lui a donné une lance enflammée, et on a fait le contre-champ avec un acteur ailleurs, où il envoie la lance sur la caméra, et en fait, la magie du cinéma fait qu'en associant les deux plans, on a l'impression que c'est le même qui chasse le lion. Donc là, on se met là. Ok, Jacques, on est prêt. Tu m'as reçu? Ok, on va tourner. À la shot. Tourner. Be quiet, please. On demande le moteur. Je me souviendrai toujours de la première prise. Donc on se met en place, attention à faire sortir l'antilope de la cage, c'est terrible, attention, méfiez-vous qu'elle vous saute pas dessus. La caméra tourne, les acteurs qui jouent les chasseurs sont prêts, on est censé nous envoyer l'antilope.
Et qu'est-ce qu'on a vu arriver dans le champ? Bambi, qui arrive au pas avec ses grandes oreilles, qui nous regarde tous très gentiment. Donc ça a été très très long à mettre en place pour qu'on pense qu'elle ait peur. Et puis après, tout ce qui est le moment où on voit la peau transpercée, c'est bien sûr une fausse peau avec du steak calé dessous, du faux sang. On perd un temps fou à faire ça, mais au moins on ne tue pas des animaux. Oh, I can, for him, yes, you can. Ah, les yeux, c'est carrément un mouvement, ça. Quiet, please. Avant, après. Avant. Monsieur le premier assistant, quel effet ça fait d'être sous le masque? Amusant, il n'y a pas de problème. Tout confortable. Je ne souhaite pas trop actuellement bouger trop fort pour pas faire exploser parce que je pense que la colle n'est pas tout à fait sèche particulièrement sur les lèvres. Ça a été très difficile pour les acteurs parce qu'il y avait 4 heures de maquillage par acteur, donc il fallait se retrouver sur le plateau à 4 heures du matin. Il y avait une rampe de 8 maquilleurs, quand on avait 8 acteurs. Après, il fallait qu'ils supportent ces 4 heures de maquillage où il ne faut pas bouger, puisqu'on leur colle 3 parties de latex, puisqu'on leur peint leurs expressions, on leur colle les poils, etc., etc. Et puis après, ils se retrouvaient à tourner sous des températures de 30-40 degrés, avec des bouts de latex collés sur le visage toute la journée où on ne peut pas se gratter, même si ça gratte. Et en même temps, il fallait que le physique derrière le masque, parce que derrière un masque, si vous voulez sentir, grogner, il faut exagérer, il faut presque faire de la commedia dell'arte. Il fallait qu'ils arrivent à garder une réalité émotionnelle dans leur regard, tout en, sous le masque, exagérer les mouvements d'expression d'une émotion. Il y avait comme ça une espèce de magie qui s'opérait devant les yeux des scientifiques parce que c'est quelque chose qu'ils avaient dans leur tête et qu'ils voyaient bouger. Et à la fois, quand le professeur Thackeray en Afrique du Sud, qui travaille avec le professeur Tobias, qui est le découvreur d'Abilis, et que je l'amène sur le premier essayage costume, le premier essayage masque, où vous dites, attention, moi, artiste, je vais lui montrer la représentation qu'on a faite à partir des données qu'il nous a offertes pour recréer Abilis. Et là, j'ai un des découvreurs. Et la réaction du professeur Thackeray, il est ému. Ah oui, thank you. Looks fantastic. It's like going back to... It's a good day for you because you realize you're doing. You see, In reality, every hair has been... Can I touch you? No, yeah. So how long have you been like this for? 2 years? Et il prend son téléphone portable et il appelle le professeur Tobias, qui est le découvreur d'Abilis. Il lui dit, j'ai un truc de plus que toi maintenant, je viens de serrer la main au mot Abilis. Bah, ça, c'est des moments d'émotion que vous oubliez jamais. Peut-être que ça, c'est une espèce de miroir pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont pendant des années échafaudé des plans, élaboré des théories, et puis tout d'un coup, ils se retrouvent avec une image. Et que cette image leur parle, comme elle nous parle à nous, mais elle leur parle beaucoup plus à eux parce qu'ils savent d'où elle vient, ils savent par quoi elle est motivée, ils savent que c'est des années de recherche qui ont amené ce type d'image. Et certaines attitudes de la part de ces personnages reconstitués peut nous aider à comprendre
certaines articulations, certaines mécaniques du corps que nous n'avions pas aperçues auparavant dans le simple examen des ossements quand même un peu passifs et un peu muets. She belongs to us. She's one of our tribe. She's ours. Just stay away. Go back! No! Stop! Stop! Hector! Hector! Je crois que pour un acteur, quand il prend un rôle, quel qu'il soit, que ce soit un médecin, un flic, il va toujours essayer de mettre une part de lui-même. Là, c'était fabuleux, parce que pour lui, on lui demandait d'aller vraiment chercher lui-même, mais d'aller chercher lui-même il y a 8 millions d'années ou il y a 6 millions d'années, et de devenir ce qu'il avait pu être. Et il fallait vraiment qu'il le trouve en lui, puisqu'il n'avait pas d'appui, d'exemple. Effectivement, la difficulté était de se dire, faisons attention qu'il n'y ait pas un geste d'une modernité absolue à cette époque-là. Par exemple, quand Néandertal va mourir et dit au revoir à Néandertal, bon, je me suis dit, comment ils vont faire? Ils vont pas se serrer la main, c'est un geste moderne. Ils vont pas s'embrasser, c'est très moderne. Et puis je me suis rappelé que j'avais fait un film ethno sur des tsatanes qui sont une population mongole en voie de disparition qui vit dans les monts Altaï au nord de la Russie, et qu'eux, ils se sentent. Et je me suis dit, pourquoi ils se sentiraient pas, puisqu'ils sont en train de... Il y a quelques millions d'années, ils étaient encore animaux et ils sont en train de devenir humains. Pourquoi leur manière à eux de se reconnaître, ça serait pas par l'odorat? Quand j'ai demandé à Yves ou à Thackeray qu'est-ce qu'ils en pensaient, ils m'ont dit pourquoi pas. Effectivement. Ce que l'on sait du langage, c'est que l'aptitude au langage articulé est en place autour de 3 millions d'années, en gros. Et il est évident que ce langage, enfin c'est logique, que ce langage, au départ, doit être assez sommaire et ressembler encore à une série de sonorités, à une série de modulations, plus qu'un véritable langage avec une grammaire et une syntaxe. Pour tout ce qui est aurorine et l'australopithèque, on a travaillé sur des sons réels de singe qu'on a stretché, c'est-à-dire qu'on a un peu distorsionné, un peu triché, pour amener comme ça une espèce d'évolution dans la voix à partir du moment où il y a une espèce d'ouverture du larynx comme ça. Et puis après, petit à petit, pour Habilis, on fait apparaître la syllabe parce qu'il y a le palais qui commence à exister. Au fur et à mesure de l'évolution morphologique de l'homme, on a essayé d'inventer un langage qui a pu peut-être exister ou qui n'a certainement jamais existé, mais en tout cas que ces sonorités correspondent à une évolution à la fois physique et psychologique de l'individu. Puis il prit la parole et nous raconta ce qu'il avait vu. Ce n'est pas simple d'imaginer des choses, d'imaginer un langage, d'imaginer des mots, de réinventer un langage en quelque sorte. J'ai retenu brr et je ne fais que l'employer désormais partout. C'est le premier nom qu'on lui a donné. Il se trouve que la fabrication du premier outil, il se trouve que la maîtrise du feu s'inscrivent en effet à ces moments-là dans l'histoire, avec un H majuscule.
Mais à chaque fois, il y a une petite histoire qui est un conte. Il n'est pas sûr du tout que l'outil ait été découvert de cette façon. Il n'est pas sûr du tout, naturellement, que le feu ait été récupéré de cette manière-là. Mais je trouve qu'à chaque fois, l'histoire est très belle, l'histoire est très poétique. Mais pourquoi pas ? Opération escargot. La pierre coupée coupe la main. C'est bon sur les mains, Yago. Je voudrais que vous checkiez les mains. C'est un vrai tailleur de pierre qui est venu, c'est-à-dire qui taille des pierres aussi bien pour les chercheurs que pour les musées, parce qu'il est évident que les chercheurs, quand ils travaillent sur l'outil et le caillou, ils cherchent à savoir comment ça s'est fait, donc avec quel type de caillou et quel était le geste. Donc nous, dans un souci de véracité et scientifique du film, on a vraiment voulu que ces mains qui cassent des cailloux, ce ne soient pas des cailloux précassés par une équipe décoration, mais que le caillou se casse vraiment à l'image, comme il a pu se casser il y a X millions d'années. Rien que ce bruit de pierre qui saute et que l'on taille, c'est très émouvant. Enfin, imaginez qu'au milieu des bruits d'animaux est apparu d'abord le bruit de la voix humaine, et puis le son de la fabrication de l'outil, et puis la musique. C'est toute la poésie qui grimpe et la symbolique en même temps. Il est dit qu'il faut que ça soit extrêmement... que j'aime que les voix soient très pures. C'est la création... En fait, c'est un film. C'est un film, en fait. C'est un film, le morceau, ça parle en fait de la création. C'est sur les origines de l'homme. Et c'est en fait, c'est la création du monde. Donc c'est quelque chose de très... sur A, et puis il y a des moments, quand c'est fort, mais il ne faut jamais que ça soit trop vibré et trop criant. Quand on travaille avec un groupe, il faut projeter une image forte. On a tous en nous cette histoire. Donc il suffit pour guider les gens, il suffit simplement de leur donner un petit éclairage. Quelque chose... ah non, mais voilà, genre, par exemple, la scène de la bipédie, ça, vous faites ça. Et c'est tout, et ils vont chanter comme ça. J'ai quand même travaillé pendant 3 mois avec des petits bonshommes verts sans poils et sans rien et sans son, donc des fois c'est difficile. Et donc le seul son que j'avais, c'était Jacques. Et on l'a mis devant le film et il m'a raconté. Donc en fait, c'est plutôt lui, sa voix et son émotion qui m'a guidé. On a fait un travail tout à fait de fourmi avec les percussionnistes, à chercher des sons de la terre, des pierres, du bois, quelque chose de très primitif, de très ancré dans le sol, en fait. J'avais l'impression, sur chaque étape, d'essayer de traiter musicalement, modestement, un sentiment originel.
Ergaster ne comprend pas. Elle est là, dans sa tête, mais plus à côté de lui. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait couler de l'eau sur son visage? Elle ne reviendra pas. Ergaster commence à prendre conscience du temps qui passe. Peut-être pense-t-il à la mort, à sa propre mort. Il est probable, en tout cas pour moi, que la notion d'un autre monde et du coup l'angoisse de la mort de gens qui vous sont proches soit apparue dès la conscience. Mais on n'a pas d'informations tout de suite. Par contre, on a des crânes découpés, apparemment de manière rituelle, dès 1 million d'années, au moins 1 million d'années. Et à partir de 300 000 ans, de manière tout à fait claire, on a des fosses, de sorte de fosses sépulcrales. Et ensuite, on passe à l'inhumation individuelle, donc c'est beaucoup plus attentif encore, autour de 100 000 ans. Alors on a de vraies sépultures avec les cadavres disposés de manière attentionnée, avec parfois à leur côté non seulement des objets de leur patrimoine, mais aussi des lits de fleurs pour les accompagner le long du voyage. Entre deux, un échange est possible, mais il est limité par un facteur purement biologique. Aucun enfant ne peut naître de leur union. Néandertal et Sapiens ne peuvent se reproduire. Ils sont génétiquement trop différents. Il est évident que ce film a pris la science où elle en était. Le décryptage de quelques brins d'ADN de Néandertal que l'on a retrouvés il y a peu de temps, puisque c'est une découverte d'il y a 5 ans, les quelques brins d'ADN de Néandertal, comparés à des brins homologues d'ADN d'Homo sapiens, se sont révélés suffisamment différents pour qu'on ait l'impression d'avoir affaire à 2 espèces, à 2 vraies espèces. Or, entre 2 vraies espèces, il n'y a pas d'interfécondité. Ce que m'a appris ce film, c'est qu'on veut tous laisser des traces, mais enfin, quand on travaille sur moins de 10 millions d'années, et qu'on se dit qu'est-ce que je serai dans 1 million d'années, c'est bon, c'est pas la peine que je me batte pour laisser mon nom quelque part, quoi. On ne sera que des particules. On est des passeurs, en fait. On passe ce que des gens sont battus pour qu'on ait, et on est en train de se battre pour que dans 1 million d'années, il est toujours. Donc ces scientifiques-là ont cette conscience-là, donc ils vous apprennent pas la science, ils vous apprennent la vie. Ce que veut montrer ce film, c'est bien sûr cette origine de l'animal, mais aussi cette origine unique. Ça signifie que depuis 3 millions d'années, nous avons été 100 milliards d'humains, que ces 100 milliards d'humains ont tous la même souche, la même origine unique, tropicale, africaine. Donc, quoi qu'on fasse, on est tous frères, on est tous parents, et toute cette histoire est incontestablement la nôtre.